La première, c'est d'introduire les gens et de souhaiter la bienvenue avant de passer la parole au modérateur. La deuxième, je vais intervenir en tant que la météo sur le panel. Donc je tiens à remercier tout le monde d'être venu sur le panel et plus particulièrement au secrétaire général du ministère du pétrole et de l'énergie de la Gambie qui a fait le déplacement pour venir vraiment me présenter un peu l'expérience de la Gambie. Parce qu'on aimerait, on le dit toujours, au niveau de stand Sénégal, d'être ouvert avec les autres pays. On attend le Comore, le Tchad avait donné son feu vert, mais malheureusement, heureusement, son président est là, donc il ne pouvait pas partir, il ne pouvait pas se départir. De même que la Côte d'Ivoire, l'ANER, pas ANER, mais quelque chose équivalent à l'ANER de la Côte d'Ivoire, avait donné aussi son accord, mais au dernier mois, le président aussi l'a appelé. Donc vous voyez comment ça se passe dans les négociations. Et je tiens à remercier aussi le doyen Libas, n'est-ce pas, que j'ai pris au dépourvu, mais qui a accepté de modérer. Donc on a une heure de temps, on ne doit pas aussi abuser du temps des gens. Donc Libas, je vous laisse introduire les panélistes et on va y aller. Donc vous comprendrez qu'on va laisser à notre sister, our dear sister, and our secretary to express in English. So we'll have the last presentation in English. So feel free to do it in English or in Wolof if you want. Either way. OK. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Liba, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Ousmane. Permettez-moi d'abord de vous remercier de nous associer à cette activité. C'est avec fierté que nous allons essayer d'assurer cette modération. Je vais d'abord commencer par présenter les panélistes. Nous avons, il n'est pas assis, vous devriez vous asseoir ici. Voilà, M. Seydou Kamara, c'est le chef du département, Seydou Soumaré, le chef du département planification, études et des études et plans directeurs à la Sénélec. Donc c'est la Sénélec qui est représentée ici. À ses côtés, M. Sidi Bouya Ndiaye, c'est le directeur des programmes et projets. Et au fond, Mme Ami Ndiaye, qui nous vient de la Gambie, donc qui va venir aujourd'hui participer à ce panel si élevé. Elle vient du ministère des Pétroles et des Énergies de la Gambie. Thank you. Et à côté, nous avons notre... moi, quand je le présente avec fierté. Ousmane Ndiaye, nous avons cheminé ensemble quand même, ça va bientôt faire quelques années. C'est notre point focal du GIEC. En tant que point focal, non seulement il fait son travail de point focal pour le Sénégal, parce que le Sénégal est très bien reconnu dans les instances du GIEC, mais aussi il participe à mettre en évidence notre expertise nationale. Donc, nous sommes dans les groupes de travail et notre collègue récemment a été nommé co-chair dans le groupe de travail. Et c'est avec fierté. Et c'est son entre-gens, en fait, qui a permis d'arriver à ce résultat-là. Et vraiment, il faut s'en féliciter et vraiment le féliciter vraiment avec un standing ovation. Vraiment, merci beaucoup, Ousmane. Donc, nous allons sans tarder commencer nos travaux. Donc, nous sommes très fiers et très contents de vous avoir comme panel et aussi, j'en profite pour saluer l'assistance. Merci beaucoup de votre présence. Donc, comme vous le savez, c'est un panel qui porte sur la place des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Ce matin, pour ceux qui étaient là, il y a eu un panel sur le JETP avec le ministre. Et comme vous le savez, quand le JETP a été signé, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a automatiquement dit qu'il va le mettre entièrement dans l'électrification. C'est ça qui va nous faire passer de 30% à 40% de mix énergétique. Donc vous voyez un peu le link des choses. Donc sans plus tarder, donc, je vais commencer peut-être par une première question. Monsieur Soumaré, comment pensez-vous qu'on pourra arriver à une meilleure pénétration des énergies renouvelables pour un développement sobre en carbone et résilient au climat? Ça, c'est ma première question.
vous allez faire une présentation PowerPoint. Ah d'accord, on va commencer par les présentations alors. Ah, c'est celle qui est là, là. Ok, donc je vais vous donner la parole. Vous allez faire votre présentation. Merci M. Ba, merci M. Ndiaye. Je remercie également les co-responsables de ce panel, l'ANACIM et l'ANER, représentés ici par mon ami Sidi Bouya Ndiaye. Donc mon nom est Seydou Soumaré, comme il l'a dit, je suis ingénieur en génie électromécanique. Je suis le chef de département planification à Senelec, chargé des études stratégiques, des études de plan directeur, production, transport, distribution, des études tarifaires aussi. Voilà, donc je suis chargé effectivement en fait de vous faire la présentation sur le sujet. Effectivement, en fait, au niveau effectivement de la production, donc c'est tout à fait normal qu'effectivement que ce sujet hyper important revient à Senelec. Donc, pour le sommaire de la présentation, le sommaire, non, sorry. Les flèches, hein? Voilà, voilà. Pour le sommaire de la présentation, donc voilà les points qu'on va aborder, 7 points, en tout et pour tout. Au premier point, on va d'abord aborder les atouts énergétiques du Sénégal. Je pense que c'est important pour comprendre effectivement l'importance des mix. Au deuxième point, le secteur électrique du Sénégal et surtout l'évolution réglementaire qui a amené le pays justement à adopter en fait les énergies renouvelables et ce depuis pratiquement 2014. Ensuite, je vais faire une brève présentation de Senelec, qui est l'opérateur national. Au quatrième point, je vais aborder le développement des projets solaires et éoliens. Vous allez voir la chronologie en fait depuis 2014 jusqu'à maintenant. Quels sont les projets effectivement de centrales solaires et d'éoliens qui ont été implémentés au Sénégal. Ensuite, au cinquième point, on va aborder les défis liés à l'intégration justement de ces énergies renouvelables intermittentes. Au sixième point, on va aborder les solutions pour une intégration réussie des énergies renouvelables intermittentes. Et enfin, au dernier point, on va aborder le mix énergétique du Sénégal futur, le mix énergétique futur basé sur la stratégie Gas to Power et le Just Energy Transition Partnership. Donc, c'est essentiellement les deux politiques effectivement qui ont suivi par l'État du Sénégal. Donc, le Gas to Power et le JETP. Donc, pour les atouts énergétiques du Sénégal, donc, comme vous le savez, hein, donc, notre pays a eu la chance d'avoir fait quand même des réserves de gaz naturel assez substantielles dans l'offshore du pays. Donc, Dieu aussi nous a dotés en fait, des jugements solaires partout dans le pays, du vent, surtout sur la Grande Côte. Donc, en ce qui concerne le gaz, vous voyez effectivement les jugements offshore qui ont été découverts depuis 2014. Il y a le jugement GTA à la frontière avec la Mauritanie, dont la quote-part du Sénégal est de 10 TCF. Il y a le jugement Yakataranga qui se trouve dans les eaux territoriales du Sénégal avec des réserves estimées à peu près à 20 TCF. Et le jugement pétrolier de Sangomar qui contient aussi du gaz associé avec des quantités de 2,5 TCF. Donc les 32,5 TCF correspondent à peu près à 945 milliards de mètres cubes, ce qui quand même constitue en fait une quantité assez substantielle pour qu'on profite de notre gaz. Vous voyez que dans tous les pays, même en Casamance, effectivement, on a assez de jugements solaires pour pouvoir installer des centrales solaires partout dans le pays. Donc on a une excellente irradiation, surtout au nord et au centre du pays. L'irradiation moyenne est supérieure à 200 kW par mètre carré, ce qui constitue vraiment une bonne irradiation. L'éolien aussi, on a jugement le long de la Grande Côte, de Dakar, donc jusqu'à Saint-Louis. On a vraiment de forts vents qui peuvent survenir effectivement dans cette zone. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a installé le parc éolien de Taïba Ndiaye, qui est l'une des plus grandes effectivement, centrales éoliennes effectivement, en Afrique en général, qui se trouvent dans cette région. Donc ce sont effectivement ces ressources d'énergie dont on dispose au Sénégal et dont effectivement on devrait profiter pour produire l'électricité. Voilà. Maintenant, pour la définition du secteur de l'électricité et l'évolution des cadres réglementaires. Donc, le secteur de l'électricité sénégalais est structuré en fait de manière verticale avec Senelec comme principal opérateur. Donc, Senelec, c'est une société anonyme à participation publique majoritaire qui évolue dans un cadre réglementaire bien défini. Il est défini par la loi que vous connaissez, la loi 98-29 du 14 avril 98. Évidemment, cette loi a été supprimée et abrogée par la loi 2021-31 du 9 juillet
2021, hein, c'est le nouveau code de l'électricité, et aussi la loi en fait 2021-32 portant création et attribution de la commission de régulation du secteur de l'énergie. Mais c'est la loi 98-29 en fait qui détermine la nouvelle mouture, en fait l'ancienne mouture de Senelec. C'est l'ancienne qui continue jusqu'à présent. Donc ce que je vous montre ici, effectivement, en fait, c'est effectivement la charte, disons en fait, la place de Senelec au niveau du secteur de l'électricité. Vous voyez qu'effectivement que Senelec dépend sous la tutelle en fait, du ministère de l'énergie et du pétrole, plus spécifiquement sous la direction de l'électricité, DEL. Donc, Senelec a signé un contrat de concession. En fait, le contrat de concession, en fait, c'est un contrat qui est de 10 ans. Donc, depuis 1999, il y a eu 3 concessions qui ont été signées, 3 contrats de concession ont été signés. Maintenant, puisque effectivement la filialisation n'a pas encore atteint, donc il a dû être prolongé de 5 ans. Donc, le contrat de concession va durer jusqu'à 2024, le dernier contrat de concession. Donc, c'est un contrat qui lie Senelec, l'opérateur historique, avec le ministère du pétrole et des énergies. Senelec aussi a des liens avec les IPP, ce sont les producteurs indépendants. Donc, Senelec, vous allez voir, depuis 1998, en fait, la production d'électricité a été libéralisée, c'est-à-dire des promoteurs privés peuvent installer des centrales et pour vendre l'énergie à Senelec. Donc, il y a des contrats d'achat d'énergie qui sont signés avec les IPP. Ces IPP, même pour qu'ils opèrent, il faut qu'ils obtiennent une licence en fait, du ministère du pétrole et des énergies. Senelec aussi, au niveau aussi du sous-secteur de l'électricité, il y a évidemment l'ASER, hein, qui est dédié à l'électrification rurale. Donc l'ASER constitue effectivement, au niveau de l'ASER, il y a des concessions d'électrification rurale qui ont été créées dans le pays. Il y en a 10 au niveau national. Donc il y a des liens effectivement de contrat entre l'ASER effectivement, et ces concessions d'électrification rurale. Et ces concessions d'électrification rurale aussi sont des clients de Senelec. Donc il y a des contrats de vente d'énergie. Ce sont des clients moyenne tension de Senelec qui lient ces CER effectivement à Senelec. Évidemment, la dernière relation qu'on a, c'est entre les clients, hein, comme vous, et Senelec. Ce sont des contrats d'abonnement d'électricité qui sont signés entre eux. Donc, ça explique effectivement la structure, la position de Senelec dans le sous-secteur de l'électricité. Donc, Senelec, effectivement, comme l'indique la loi 98-29, donc, est responsable de la production, de la distribution, du transport, de la distribution, la vente en gros et en détail, de l'importation et de l'exportation d'énergie électrique. Donc, pour le moment, évidemment, la production n'est plus un monopole pour Senelec, mais le transport est un monopole pour Senelec. La distribution non plus n'est pas un monopole pour Senelec parce qu'effectivement, il y a les concessions d'électrification rurale qui peuvent vendre effectivement l'énergie. Un autre organisme important aussi, c'est la commission de régulation du secteur de l'électricité, hein, qui est devenue la commission de régulation du secteur de l'énergie, hein, par la nouvelle loi 2021-32 du 9 juillet 2021. Donc, c'est une autorité indépendante qui est créée par la loi 98-29, chargée de la régulation des activités de production, de transport, de distribution et de vente d'énergie. Donc, ça vous explique effectivement le sous-secteur de l'électricité. Maintenant, l'évolution du cadre réglementaire qui a permis justement d'implémenter en fait, les différentes centrales solaires et les centrales éoliennes. Donc, c'est vraiment le cadre réglementaire de la loi 98-9 qui a permis de libéraliser le secteur de production. Ensuite, il y a une autre loi qui s'appelle la loi 2010-21, qui est dédiée justement au développement en fait, d'énergie électrique, d'énergie renouvelable. Vous voyez que cette loi, en fait, elle date de 1998. Plutôt en 1998, c'est la libéralisation de la production. Donc, en ce moment, Senelec n'avait plus le monopole effectivement de la production. Il y a les IPP maintenant qui sont intervenus. Et ça date de 1998. En 2010, il y a justement la loi d'orientation sur les énergies renouvelables qui avait été votée. Et c'est cette loi qui a initié justement l'implémentation des centrales solaires et éoliennes dans le pays. Donc, ce qui fait qu'au dernier jour de l'année 2013, Senelec a signé 9 contrats d'achat d'énergie avec des promoteurs privés. Donc, au 31-12-2013, il y a 9 CAE qui ont été signés avec des promoteurs privés. Donc, parmi les 9 CAE, 6 ont été exécutés. Donc, 3 n'ont pas abouti, mais 6 ont été exécutés et que vous allez voir effectivement dans les slides qui suivent quels sont ces promoteurs-là. Donc, en 2016, il y a la mise en service de la première centrale PV, c'est au nord, c'est la centrale de Bokhol, qui a été inaugurée par le chef de l'État. Et en 2021, on cumule effectivement, en ce qui concerne les centrales solaires, une capacité de 226 MW crête pour les centrales solaires. Et en ce qui concerne l'éolien, donc avec le parc éolien de Taïba Ndiaye, c'est 158,7 MW d'éolien. Voilà, donc voilà les capacités en ce qui concerne les énergies renouvelables jusqu'en 2021.
Présentation de Senelec. Donc, je vous donne les chiffres clés de Senelec à fin 2022, parce que 2023 n'est pas encore fini. Donc, le chiffre d'affaires de Senelec donc, est de 535 milliards à fin 2022. La vente d'énergie en gigawattheure est de 4822,54 gigawattheures. La puissance installée du parc de production est de 1787. La pointe est de 957 mégawatts en 2022. Le nombre de clients Senelec, tout type de clients, des clients domestiques, des clients industriels, est de 2 198 624. Le personnel de Senelec à fin 2022 est estimé à 3 394. Voilà. Ce que je vous montre ici, l'histogramme que je vous montre, c'est l'évolution de la demande en énergie dans le pays. Vous voyez qu'en 2010, dans ce histogramme, vous avez l'axe, le premier axe vertical, c'est l'énergie en gigawattheure, et le deuxième axe vertical, c'est la pointe en mégawatts. Vous voyez qu'effectivement, au début 2010, on avait à peu près une consommation, en fait une demande qui valait à peu près 2600 gigawattheures. Et là, à fin 2022, on se retrouve pratiquement à peu près à, disons, pratiquement à peu près 6000 gigawattheures. Ce qui veut dire que vraiment, en l'espace pratiquement de 13 ans, on a pratiquement triplé en fait, la consommation en énergie du pays. La pointe aussi suit pratiquement la même tendance. On est parti donc d'une pointe. Le pointe, c'est vraiment le trait continu que vous voyez en vert. Donc on est parti en 2010 vers une pointe à peu près de, disons, de 450 mégawatts. Et là, on se retrouve vraiment à une pointe qui frôle les 1000 mégawatts. Donc on a pratiquement doublé la pointe effectivement en l'espace de 13 ans, ce qui est important. Donc dans le gâteau que vous voyez ici, dans le mix que vous voyez ici, ça vous montre en fait la répartition en fait, des différents types de clients par type d'énergie, par énergie en fait. Donc vous voyez que les domestiques, effectivement, consomment 43% en fait, de l'énergie produite. Les industriels, donc les usines, etc., consomment 35%. Vous avez aussi les professionnels basse tension, l'éclairage public, qui consomme à peu près 1%, et les exportations vers la Gambie, le NAMEC, qui consomme à peu près 4%. Voilà. Pour l'évolution du parc de production, vous voyez, on est parti donc en 2010 d'une capacité installée de 687 MW pour se retrouver en 2022 à 1780 MW. Donc on a pratiquement triplé en fait, la capacité installée du parc en l'espace de 12 ans. Donc c'est vraiment une progression assez importante. Donc en 2010, vous voyez le mix énergétique. Donc en 2010, on avait un mix énergétique composé à 91% de centrales thermiques, avec juste 9% hydro, qui venait essentiellement de Manantali. Et à fin 2022, vous voyez, le mix a carrément changé, justement avec l'introduction des centrales d'énergie renouvelable intermittente telles que le solaire et l'éolien. Donc là, le solaire, on se retrouve avec 13% en termes de capacité, et l'éolien 9%, l'hydraulique 7%, et le thermique est tombé à 112%. Donc ça, c'est le mix énergétique en termes de capacité à fin 2022. Maintenant, le développement des projets solaires et éoliens. Donc, comme je vous disais, effectivement, donc, à l'orée, effectivement, de 9 CAE avaient été déjà signés en 2014. Le dernier jour de 2014, il y a 9 CAE qui avaient été signés par Senelec et des promoteurs privés. Mais avant ça, quand même, il y avait une centrale, EP75. Il y a une petite centrale, qui est la centrale en fait, de SICAD, qui devrait alimenter le Centre international de conférence Abdou Diouf. C'est une petite centrale de 2 MW qui a été mise en service en 2014. En 2016, comme je vous dis, il y avait les 20 MW de Bokhol. En 2017, il y a 3 centrales PV qui ont été mises en service, vous allez le voir. En 2018 aussi, 3 autres centrales qui ont été mises en service. En 2019 et 2020, c'est le parc éolien de Taïbanyaï qui a été en fait mis en service en 3 étapes, en 3 phases. Et enfin, en 2021, il y a 2 centrales. Ce sont les centrales de Scaling Solar de Kaoun et de Kael. Donc, ce sont des centrales de chacun. L'autre, il est de 25 MW et celui de Kaoun. Et celui de Kael, il est de... celui de Kaoun, il est de 35 MW et celui de Kael, il est de 25 MW. Voilà donc l'évolution, effectivement, en fait, des centrales à énergie renouvelable intermittente qui a été implémentée dans le pays. Donc, on se retrouve avec un cumulatif, comme vous le voyez ici, de 384,7 MW qui a été installé dans le parc de production à fin 2021. Donc, vous voyez qu'effectivement, je vous montre ici la position géographique, effectivement, de ces centrales-là. Les centrales, ils vont injecter au niveau des réseaux de transport, essentiellement. Et comme vous le savez, dans nos pays, la plus grosse charge, 70 à 80% des charges, est localisée en fait dans le littoral ouest, du nord au sud, surtout entre Dakar et Saint-Louis.
Donc vous voyez la position de ces centrales. Hein, ce que vous voyez, vous avez les centrales solaires et la centrale éolienne de Taïba Ndiaye. Hein, donc les 9 centrales en fait PV qui ont été connectées jusqu'ici, vous le voyez ici. Donc ils injectent dans le réseau de transport. Donc le tracé que vous voyez en vert, c'est le réseau de transport de Senelec. Donc vous voyez, il y a quand même une bonne partie du pays où on ne trouve pas de centrale. En fait, c'est parce qu'en ce moment, quand on installait ces centrales, le réseau n'était pas interconnecté. Hein, donc, vous voyez la ligne entre Kaolack-Tamba, il est mise en service récemment entre Bakel et Tambacounda. Okay? C'est plutôt entre Kay et Tambacounda aussi a été inauguré récemment. Entre Tambacounda et Kédougou aussi c'est récent. Donc c'est pourquoi, en premier lieu, effectivement, tous les centrales PV se trouvent localisées dans le littoral ouest entre Dakar et Saint-Louis. Mais actuellement, effectivement, il y a des MOU qui ont été signés avec Senelec pour pouvoir implémenter effectivement des centrales PV dans le reste du pays. Voilà. Voilà, donc je vous montre ici effectivement la chronologie d'implémentation de ces projets-là, de centrales solaires et puis de photovoltaïques. Donc je vous donne le nom de la centrale, le type solaire ou éolien, et puis le promoteur, le SBV, c'est-à-dire effectivement la société de projet qui a développé. Par exemple, le premier, qui est Bokhol, qui a été inauguré en 2016, c'est Synergie 2, donc avec une capacité de 20 MW et avec un productible annuel de 33,17 GW. Le productible, c'est-à-dire c'est la quantité d'énergie qui a été produite par année, la quantité moyenne produite par année par la centrale. Okay? Ensuite, il y a Malicounda qui a suivi, dont le promoteur est Kima Solaria, qui a été mis en service en 2017 avec un productible de 35,49, etc., etc. Donc, ça vous donne effectivement la chronologie effectivement, des différents projets qui ont été implémentés au Sénégal depuis 2014. Vous voyez qu'effectivement, au niveau solaire, on se retrouve avec une puissance cumulée de 226 MW crête pour les 9 centrales PV. Et puis, pour l'éolien, on a la plus grosse centrale, vraiment, c'est 158,7 MW qui est assez substantielle quand même. Voilà. Et avec un productif total de 798,33 GWh. Maintenant, quels sont les défis? Bon, il y a justement un intervenant, je pense que c'est le président du conseil régional de Dagana qui disait qu'on pouvait fonctionner avec le solaire. Hein, ce n'est pas aussi facile que ça. Hein. Un réseau, je dis que c'est un être vivant. Hein, donc, on ne peut pas injecter un réseau comme on veut. Hein. Dans un réseau, vous avez les machines, hein, vous avez les centrales, vous avez les réseaux, vous avez les clients. Hein. Donc, il ne suffit pas d'injecter en fait, l'énergie dans le réseau pour que le réseau subsiste. Donc, ils obéissent à certaines lois qu'il faudra respecter. Donc, le défi premier en fait, qu'on a à faire avec les centrales d'énergie renouvelable, c'est d'abord la variabilité. Hein, comme vous le savez, on n'a aucun contrôle, par exemple, sur la radiation, l'irradiation. Hein, donc, d'un seul coup, par exemple, un nuage peut passer au-dessus, par exemple, d'une centrale solaire et la production de la centrale chute. Hein, on ne peut pas prévoir ça. Le deuxième, ou bien même la vitesse du vent aussi peut changer brusquement. Hein, tout d'un seul coup, tu peux avoir une rafale. Hein. Donc, là aussi, quand il y a une rafale, évidemment, la production va augmenter, mais à certain niveau, quand même, il va caler, il va, en fait, pour ne pas effectivement briser les pales, il y a des mécanismes quand même qui permettent, en fait, de bloquer, en fait, la production. Le deuxième défi aussi, c'est l'imprévisibilité, c'est important. Donc, non seulement la variabilité dont je vous ai parlé, hein, donc, parce que l'irradiation solaire et le vitesse du vent changent continuellement, ce qui fait que les énergies ou bien les puissances produites par les centrales changent aussi continuellement. Hein, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des puissances constantes, comme on l'aurait par exemple avec une centrale thermique ou bien avec une centrale électrique. Le deuxième défi aussi, c'est l'imprévisibilité. Hein, donc l'imprévisibilité est un véritable défi pour un dispatcher, l'exploitant d'un réseau. L'exploitant d'un réseau a besoin d'avoir des informations précises pour conduire le réseau. Mais s'il ne peut pas prévoir comment, par exemple, le soleil, hein, quelle est la radiation qui sera produite par le soleil ou bien la vitesse du vent, c'est un défi pour lui de conduire le réseau. Donc ça, c'est vraiment deux importants défis auxquels on fait face en ce qui concerne les énergies renouvelables intermittentes. Hein, vous voyez donc, si effectivement on a un problème de variabilité, quand il dit variabilité, donc ce qui veut dire que la production, elle change continuellement, ce qui veut dire que la fréquence aussi change, alors que nous, on aurait souhaité pour un bon fonctionnement de réseau qu'il y ait une fréquence constante. Donc ça, c'est un défi réel. L'imprévisibilité aussi pour le dispatcher, il ne sait pas comment effectivement le réseau va se comporter dans une minute, parce que ça change à tout moment. Parce que s'il savait, il allait prendre des mesures. Par exemple, s'il savait, si pour une centrale thermique classique,
hein, par exemple, un groupe de production, par exemple, qui est en maintenance, on le sait, et là, on va prendre les mesures pour remplacer ce groupe-là. Mais on ne peut pas faire la même chose, justement, pour les centrales solaires. Donc ça, c'est les deux défis majeurs, vraiment, auxquels fait face, effectivement, les sources d'énergie renouvelable intermittentes. Voilà. L'autre souci aussi, vous voyez ici, je vous donne un exemple. En fait, ça, c'est effectivement des images qui sont rapportées par le dispatching center à Mbao. Vous voyez effectivement ce que vous voyez en haut. Ce sont effectivement les variations en fait, de production de 3 centrales PV. Hein, dans une journée typique, le 17 décembre 2017. Vous voyez qu'effectivement que la production de centrales PV fructifie beaucoup. Et vous voyez en bas, effectivement, au niveau de la fréquence, vous voyez aussi, elle fructifie beaucoup. Alors qu'idéalement, on aurait voulu avoir vraiment une fréquence vraiment constante. Vous voyez qu'effectivement, la fréquence, étant donné qu'elle fructifie, elle peut même entraîner des délestages ou bien des petites coupures. Voilà. Ce que je vous montre, un autre défi aussi qui est important, c'est qu'il faudrait savoir, les centrales d'énergie à renouvelable intermittente, ils sont couplés au réseau par ce qu'on appelle des onduleurs. Okay? Au contraire, par exemple, des machines classiques, des groupes classiques tels que les centrales thermiques ou bien les centrales hydroélectriques. Donc, ces centrales à énergie renouvelable ne contribuent pas à l'énergie du réseau. Le lien au réseau est très lâche. Okay? Donc, on peut considérer, par exemple, le réseau comme un toit, hein, et les machines comme des piliers. Okay? Si on avait effectivement, par exemple, dans le réseau, c'est le cas, par exemple, du Sénégal, disons, en période creuse, en février, où la pointe est très faible. Quand la pointe est très faible, à cause, effectivement, de la clause, en fait, take or pay, ce qui est dans le réseau, c'est juste les centrales solaires et l'éolien. Donc, on n'a pas besoin, en fait, d'activer ou bien de faire marcher les centrales thermiques. Donc, en cette journée typique du mois de février, étant donné qu'on n'a que des centrales à énergie renouvelable intermittente dans le réseau est très fragile. Il suffit, par exemple, qu'on perde une centrale, le réseau risque de tomber, la fréquence risque de chuter. Donc, encore une fois, les centrales à énergie renouvelable intermittente ne contribuent pas à l'énergie du réseau. Ce qui contribue à l'énergie du réseau, c'est vraiment les centrales, les groupes, les machines synchrones classiques, hein, qui se retrouvent dans les centrales thermiques ou bien les centrales hydroélectriques. Mais pas, effectivement, au niveau des centrales qui sont au couplé réseau par des onduleurs. Hein, les onduleurs, en quelque sorte, hein, qui sont des éléments de direction de puissance, découplent en fait la machine, effectivement, et le réseau. Donc, en cas de perturbation dans le réseau, ils n'aident pas en fait le réseau à restaurer la fréquence. C'est l'une des principales faiblesses. Okay? C'est l'une des principales faiblesses, effectivement, des centrales à énergie renouvelable intermittente. Donc, on ne peut pas construire un réseau rien qu'en se basant, effectivement, sur ces centrales-là, hein, parce qu'ils ne contribuent pas, effectivement, à l'inertie du réseau. Et c'est important qu'un réseau ait une synchrone. Et effectivement, et cette inertie-là est hyper importante. Ce que je vous montre ici, effectivement, c'est en fait la variation de la fréquence. Hein? La variation de la fréquence, par exemple, quand on perd un groupe de production. Hein? Comme vous le savez, la fréquence est la variable qui permet de mesurer la balance entre la production, effectivement, et la demande. Dans un réseau électrique normal, okay, la production doit être égale à la demande plus les pertes. Donc la fréquence doit en quelque sorte être constante. Mais quand on perd un groupe de production, quand on a un manque de production, la fréquence chute. La fréquence chute. Et donc, pour éviter effectivement que le réseau tombe, hein, il faut remplacer effectivement cette puissance manquante. Et il faut le faire le plus rapidement possible. Malheureusement, si effectivement, vous voyez que quand le réseau a une inertie, à cette pente-là, qu'on appelle en anglais rate of change of frequency, qui est une pente, elle ne va pas être abrupte, elle va être comme ça. Donc ça va donner le temps en fait au réseau de réagir. Mais quand dans le réseau, on n'a que des centrales à énergie renouvelable, le rock-off, il est abrupt, il est très rapide. Donc la chute de la fréquence est très rapide. Donc pour restaurer la fréquence, il faut trouver des moyens effectivement de restaurer cette fréquence-là et ce, le plus rapidement possible. Voilà. Donc c'est pourquoi là, on verra effectivement que même les centrales classiques ne peuvent pas effectivement sauver ces réseaux-là. Ce sont les batteries de stockage qu'on va utiliser. Voilà, donc ça c'est important en fait, cette image de la fréquence qui vous explique l'importance effectivement d'avoir des mesures de sauvegarde comme les batteries de stockage, qu'on verra plus tard, pour restaurer la fréquence. Voilà. Donc nous, c'est pourquoi effectivement, au niveau de Senelec, hein, comme vous le savez quand même, avec 30% de mix énergétique, il faut trouver des solutions quand même pour une intégration réussie des énergies renouvelables intermittentes. Donc ces solutions, encore une fois, c'est pour résoudre le problème de variabilité et le problème d'imprévisibilité. Donc il y a des accords, effectivement, il y a un contrat, en fait, un projet plutôt, par exemple, de l'AFD, hein, qui s'appelle le projet Smart Grid. Il y a aussi, dans le cadre du MCA Compact 2,
il y a des projets qu'on est en train de mettre en place pour contrer justement l'impact sur la variabilité et sur aussi l'imprévisibilité des sources d'énergie renouvelable maintenant. Par exemple, en ce qui concerne l'imprévisibilité, donc on va créer en fait au niveau des centrales solaires des stations météo qui vont nous permettre de rapatrier l'information à l'intraday dans la journée même, le plus possible du temps réel. Donc il y a des postes de dispatchés qui sont dédiés effectivement à ces énergies renouvelables-là pour pouvoir prédire au maximum effectivement le comportement de ces centrales-là, pour pouvoir conduire le réseau. Et c'est un projet important qui est en train de se dérouler au niveau du dispatching de Anne. Voilà. En ce qui concerne la variabilité aussi, comme je vous dis, la solution, c'est vraiment les batteries de stockage. Donc, Senelec, effectivement, est en train, je vais vous donner l'exemple de batterie de stockage qu'on est en train d'implémenter. Par exemple, effectivement, à la réunion du JETP, le ministre allemand a parlé justement du projet de stockage de JAS, 56 MWh, qui est financé par un don de l'AFD, 7 millions d'euros, et par un don aussi de la KfW, 27 millions d'euros. Et puis, il y a Wallo Storage et Niakhar Storage qui sont des promoteurs privés aussi qui vont créer effectivement ces batteries de stockage-là pour résoudre justement ce problème de comportement de la fréquence. Voilà. Maintenant, c'est le dernier point, et ça c'est important, c'est quand même l'impact du JETP. Tout le monde parle du JETP, c'est important quand même. Voilà. Comme je vous dis, en fait, avant le JETP, comme on a notre gaz, donc notre plan de production est basé sur la stratégie gas to power. On a notre gaz, on doit exploiter notre gaz, étant donné qu'il va le coûter le moins cher. La stratégie gas to power est composée de 2 phases, c'est-à-dire la conversion des centrales existantes qui fonctionnent au fuel en centrale à gaz, à des turbines à gaz. Le programme a déjà commencé, il y a la centrale de CC de Bel Air qui a été convertie au gaz. Voilà, et tout, voilà, j'ai fini, c'est le dernier slide. Et puis, tous les centrales que vous voyez ici seront converties au gaz pour préparer effectivement l'exploitation de notre gaz. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, effectivement, c'est la mise en place de centrales qui vont fonctionner au gaz, de cycles combinés. Les projets que vous voyez là, les CAE ont été déjà signés, ils sont déjà en mise en œuvre. Par exemple, la centrale West African Energy de Cap des Biches, elle sera mise en service à partir de 2024. Donc ça, c'est la stratégie gas to power. Okay? Donc, qui va nous faire qu'on utilise notre gaz. Comme vous le savez, on a à peu près 950 milliards de mètres cubes de gaz, donc on doit l'exploiter. Maintenant, JETP est venu en fait changer la donne. JETP, c'est devenu en fait en quelque sorte une contrainte. Le JETP, comme vous le voyez, nous impose d'avoir un mix de 40% d'énergie renouvelable intermittente, d'énergie renouvelable plutôt, à l'horizon 2030. Donc c'est une contrainte dont on doit tenir compte. Okay? Parce que le JETP, malheureusement, il va entraîner un surcoût. Donc on a intérêt à, que le JETP, les programmes du JETP, soient financés par des programmes, par des financements verts, ou bien par des dons. Sinon, ça risque, comme je vous dis, ça risque de contribuer à l'augmentation des kilowattheures. Donc, pour nous, on a déjà fait des études en fait, préliminaires pour Senelec. Donc, ce sont les investissements nécessaires pour le JETP. Malheureusement, oui, allez-y, oui. Merci beaucoup, M. Soumaré. Voilà, il y a un adage Wolof qui dit li douf ci nag bi xajul ci cin. C'est exactement ça. On est pris par le temps. On est pris par le temps et vraiment merci beaucoup pour cette présentation très, très descriptive de la situation de la Senelec en matière d'énergie renouvelable surtout. En tout cas, nous avons beaucoup appris et je pense que c'est le moment de vous remercier très sincèrement. Et dans la foulée, je crois que je vais donner la parole à monsieur Sidi Bouya Ndiaye pour nous donner un peu un aperçu sur ce que l'ANER prévoit en termes d'énergie renouvelable. J'aurais bien aimé donner la parole à madame, mais je pense que restant dans la foulée des énergies renouvelables, je vais donner la parole à M. Sidi Bouya Ndiaye. Donc très rapidement, avec le temps derrière lequel nous courons, je pense que vous allez en tenir compte. Merci beaucoup. Oui, ça ne marche pas. Oui, c'est bon, ok. Merci, M. Libas. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sidi Bouya Ndiaye, directeur des projets et programmes à l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Tout d'abord, permettez-moi de vous faire une brève présentation de l'ANER. C'est une structure de l'État qui a été créée en 2013 et placée sous la tutelle technique du ministère du Pétrole et des Énergies. Elle a pour mission principale de promouvoir
l'utilisation des énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité, y compris la bioénergie. Depuis sa création, elle a réalisé beaucoup de projets. Je vais y revenir, mais je vais saisir cette opportunité pour annoncer notre projet commun avec l'ANACIM, qui porte sur l'installation de stations de mesure de données solaires et éoliennes à travers le Sénégal pour avoir un atlas solaire et éolien. On a choisi l'ANACIM du fait de son expertise et du fait qu'elle dispose également de plus de 200 stations de mesure de données solaires et éoliennes réparties, disséminées à travers le Sénégal. Donc certainement, notre ami Ousmane va y revenir de manière plus détaillée. Le travail à faire consistera à d'abord identifier l'existant, les équipements qui existent d'abord, et ensuite évaluer le gap en termes d'équipements à acquérir pour faire un maillage au niveau national. Donc on va en quelque sorte avoir l'irradiation avec des valeurs fiables, mais aussi les vitesses de vent à des hauteurs variées. Ce qui n'est pas le cas actuellement avec les stations qui sont disponibles au niveau de l'ANACIM. Voilà, donc nous avons prévu de réaliser ce projet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour tous les projets réalisés au niveau du Sénégal, pour la plupart du temps, l'irradiation qui est utilisée, c'est basé sur des données satellitaires. Donc que ce soit l'irradiation ou les vitesses de vent, donc ce ne sont pas des valeurs très fiables. C'est pourquoi on y travaille pour permettre aux bailleurs, aux investisseurs, de produire des business plans qui correspondent à la réalité. Voilà, ça va également profiter aux IPP, ça va leur permettre de faire des prédictions sur les productions d'énergie qu'on peut avoir dans les jours à venir, et ça peut aider également à lutter contre les intempéries et les blackouts qu'on peut avoir, comme notre ami l'a dit tout à l'heure, sur le réseau interconnecté. Voilà, donc pour revenir un peu sur nos projets, donc il faut comprendre que l'intervention de l'ANER n'est pas axée sur le réseau interconnecté. Donc nous, ce que nous faisons en général, c'est des projets qui sont isolés, donc hors réseau. Voilà, donc c'est pourquoi on reste convaincu que les 30% qui sont annoncés dans les documents officiels, ça prend seulement en considération les centrales qui sont injectées sur le réseau, c'est-à-dire les centrales IPP avec Senelec. Voilà, donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons commandité pour l'année 2024 une enquête pour avoir la capacité réelle installée en termes d'énergie renouvelable. Donc cette enquête va bientôt démarrer avec l'ANSD pour l'année 2024. Voilà, pour revenir un peu sur nos projets, donc parmi les projets que nous réalisons, il y a le programme national d'éclairage public qui a permis dans la première phase d'installer 50 000 lampadaires. Donc ça a démarré en mai 2019. Et on a pu réaliser 50 000 lampadaires en moins de 2 ans. Donc actuellement, on est dans la deuxième phase où on compte installer 103 000 lampadaires. À ce jour, plus de 50 000 lampadaires sont installés et on continue l'exécution. Et il est même prévu une troisième phase qui portera sur 165 000 lampadaires qui va démarrer en 2024. Au-delà de ce projet, il y a également le projet de plateforme solaire multifonctionnelle dont l'objectif visé, c'est d'installer ces plateformes dans des localités défavorisées pour les groupements de femmes, pour leur permettre de créer des activités génératrices de revenus. Et au niveau de chaque plateforme, on va avoir une mini-centrale qui alimente des équipements productifs. Et ces équipements sont entre autres des moulins à mil, des congélateurs pour la production de glace, aussi des bancs de rechargement de téléphones portables. Donc s'il n'y avait pas ces plateformes-là, les femmes qui sont dans ces localités défavorisées allaient parcourir des kilomètres pour moudre le mil ou bien recharger les téléphones portables. Donc ça joue également, ça facilite, ça réduit également la pénibilité des travaux quotidiens des femmes qui sont dans ces milieux défavorisés. Donc on ne se limite pas à ces deux projets, mais comme le temps ne nous permet pas de développer davantage, je vais m'en arrêter là et vous remettre la parole pour la suite. Merci. Le
le fait qu'il y a déjà cette deuxième phase qui est en cours et et une troisième phase qui est prévue, ça veut dire que c'est un succès, c'est vraiment des projets à succès. Rappelez aussi que les plateformes, c'est un besoin en milieu rural. Je crois que ça résout définitivement les problèmes de pénibilité, disons, pour les femmes pour moudre le millet. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous allons sans tarder donner la parole à Madame Amin Ndiaye, notre consoeur de la Gambie, du ministère des Pétroles et des Énergies, qui va nous donner un peu un aperçu sur ce que c'est que la transition en Gambie. Maybe my question will be, should I speak English for you? What is the perspectives? What are the perspectives of energy transition in the Gambia? Thank you. Thank you so much, Mr. Moderator, my colleague panelists, my dear brothers and sisters from the Republic of Senegal and the diaspora. Good evening to you all. I'm really honored to be given this opportunity to share our experience as far as energy transition is concerned in the Gambia. In a summary, with the advent of the current regime in 2016, the energy sector of the Gambia was marred by a lot of challenges due to poor infrastructure. Universal and energy access has not been achieved, and those that are opportune to access electricity do experience a lot of power cuts as a result of the poor infrastructure and the network. To change this trajectory, the current government has to develop a new strategy called the Electricity Roadmap 2021-2040, in which government has taken this decision to transit from being 100% power generation through fossil fuel, which is currently the case, to at least switch to renewable by 50% in 2040. That is the target as far as the government of the Gambia is concerned, transiting to renewable by 50%. And mainly solar, which is also guided by a study which was done to look at our climate and weather, and solar has been identified to be the most appropriate technology for as far as renewables are concerned. Wind energy is also something that can be looked at, especially onshore thermal plants. And so to achieve that 50% strategy, the first option was to liberalize, that is electricity generation. And as a result of that liberalization, we have been able to enter the NAWEC, the National Electricity Company of the Gambia, has been able to form partnership with the Car Powership, which is currently supporting NAWEC in providing electricity to Gambians. And as part of that strategy we have in place, the other option was to import, to look at countries that have been able to produce enough and also buy from them. That's an immediate measure to address the challenges we were faced with in 2017-18. And that has also resulted in NAWEC signing a PPA with Senelec, which is still ongoing. And I'm happy to announce that this partnership has really been very supportive to the NAWEC in terms of providing electricity to Gambians. And we've been able to import at a cheaper rate to be able to supply to Gambians. And I want to use this opportunity to thank Senelec on behalf of all Gambians for the support given to us. And as part of those interventions, we've also, through the support of our partners like the World Bank, the Gambia will be commissioning its first solar power plant, which is a 23 megawatt power plant, which will be commissioned in February, in fourth quarter of 2024, which is one aspect we are looking at as far as renewable is concerned. Also, Gambia, through the WAP project, the West Africa Power Pool, Gambia will be hosting 150 megawatts power plant, which will be done in phases.
the first 15 megawatts, the consultancy, the recruitment has started. And hopefully by the first or second quarter of next year, the construction of that 50 megawatt solar power plant is expected to start. And this will also provide another opportunity for Gambia to also access clean energy from our partners. Also through the OMBG project, the Gambia NABEC has also already recently signed an agreement with the EDG of Guinea, that is the national power supply of Guinea, to be also importing Guinea electricity, clean energy, from the hydro side from Guinea. I think you seem to be pressed out of time, but basically, on a summary, this is some of the interventions we are looking at as a country to see how we change our trajectory, and also to modernize the current infrastructure that NAWAC is operating. So basically, in short, these are some of the interventions we have so far. Thank you. Thank you. I think it's very clear and very short, but very focused on the issues. Bon, elle a un peu parlé du système énergétique en général de la Gambie, parce qu'à partir de 2016, ils s'étaient donné un certain nombre de défis, et compte tenu du fait que pendant cette période, il y avait des shortcuts, comment on appelle ça, des délestages. Ils faisaient face à des délestages. Et cela a fait qu'ils se sont, donné une stratégie qu'ils ont essayé de mettre en œuvre. Et la stratégie peut être résumée en quelques petits points. La première, c'est de libéraliser, de faire des partenariats. La deuxième, c'est d'importer de l'électricité, électricité du Sénégal, l'hydroélectricité à partir de la Guinée. Donc, elle a donné des chiffres très précis, 130 MW, 150 MW de solaire. Et tout ça, donc, c'est des choses qui leur ont permis de faire face à la situation et donc d'apporter des solutions aux besoins en électricité de la Gambie. En tout cas, thank you very much for this contribution. And j'ai reçu l'information entre-temps, Ousmane, que le COPERES devrait aussi, faire une petite intervention. Donc, on va vous donner 3 minutes. Oui, parce qu'on me met la pression derrière, donc Oui. Oui. Bon, d'accord. Non. D'accord. Allô? Non, ça passe. Oui, ça passe. Allô? Ah, ok. Donc, on peut éteindre celui-là. D'accord, merci donc, Libas, pour ces quelques mots. En fait, comme nous avions eu une invitation à participer à cette officielle, effectivement, parce que ça a été envoyé à notre président et qui me l'a transféré hier nuit. Et avec Madame Tia, on a eu à discuter là-dessus. Donc, on s'était dit vraiment le COPERES allait être... Parce que, quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas faire de la mise en œuvre sans le secteur privé. Parce que moi, je me dis, bon, c'est bien beau de tout temps que l'État fasse tout le nécessaire pour que quand même le cadre réglementaire soit mis en place. Mais pour la mise en œuvre, il faut vraiment quand même que le secteur privé soit là. Et dans ce cadre, donc, c'est vrai que tout le temps, on parle de ce GETP. Tout à l'heure, quand les autorités ont eu à parler, ce que j'ai eu à retenir de ce qu'ils ont dit, eux tous, ils ont parlé du secteur privé, qui devait être impliqué dans la mise en œuvre quand même de ces activités-là. D'autre part aussi, concernant le transfert de technologie. Moi, je suis le point focal du Sénégal pour le transfert de technologie. Je crois que nous devrons être impliqués dans ce processus depuis le départ. Et comme nous l'avons aussi tout le temps souhaité et redit, il faut que nous soyons aussi au cœur même des dispositifs chargés de la mise en œuvre. Parce qu'on a vu, en tout cas, je ne sais pas comment ça a été présenté ici, je ne l'ai pas suivi, mais au Sénégal, quand on nous a présenté le cadre de gouvernance mis en place, on a remarqué que le secteur privé n'était pas présent dans le comité de pilotage. Ce qui, à notre avis, est un peu quand même bizarre. Parce que c'est nous qui serons chargés de la mise en œuvre. Si nous ne sommes pas présents, là où quand même on décide de ce qui doit être fait, il serait quand même difficile pour nous après d'exécuter. Parce que nous ne serons pas... C'est dommage que les gens de Laser ne sont pas là. Moi, je me dis, il faut toujours nous impliquer et non nous prendre comme des tireurs de câbles.
Parce que très souvent, ce qui va se passer, on l'a vu d'ailleurs, parce que quand ils ont eu à parler des projets du fast track, ce sont des projets qui seront exécutés par des entités extérieures. Et plus tard, après, on nous dit, vous assurez la gestion, comme c'est toujours le cas avec d'ailleurs les centrales de laser. On se dit, non, nous sommes en mesure de faire la conception de systèmes énergétiques, qu'on nous donne donc la chance de le faire et de pouvoir montrer aussi à quoi ça sert de faire ces renforcements de capacité qu'on nous demande tout le temps de faire. On a parlé de, comment dirais-je encore, de développer les transferts de technologies. Moi, je me dis, il y a des technologies déjà disponibles chez nous. Les technologies endogènes, il faut les utiliser. Moi, je fais de l'injection dans le réseau de la Senelec depuis 2010. Et ça, je pense que quand même, on ne peut pas aujourd'hui dire on laisse ça de côté pour aller prendre des gens, que ce soit, bon, je ne veux pas citer d'entreprise, mais on a déjà entendu des noms qui ont été cités, pour que ces gens-là viennent, fassent des systèmes que nous avons réalisés, nous, depuis 2010. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'ils font. Franchement, ce sont des choses que nous maîtrisons, que nous pouvons faire, et à cet effet, il serait bien quand même de nous donner la chance de pouvoir le faire. Et d'autre part aussi, parce que ça permettrait aussi de capter une majorité des ressources qui seront mises à notre disposition. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que autour de 30, 40 ou même plus de la moitié de ces ressources seront transférées dans les pays d'origine. Parce que très souvent, c'est eux qu'on va prendre pour le renforcement de capacité, c'est eux qu'on va prendre pour le transfert de technologie, on nous dit, ou bien pour même la conception des systèmes, alors que tous ces systèmes, très souvent, en tout cas ce que nous voyons, nous sommes en mesure de le faire sur place. Et je crois que nous devons donner la chance donc, au secteur privé, qui est vraiment aussi dans les dispositions à accompagner. Ce qui se passe, il faut aussi le retenir. Il y a le représentant de l'Union européenne qui l'a évoqué, le fait de former des ingénieurs. Et là, je me dis, on en forme au Sénégal. Mais allez voir dans les écoles, dans les universités où on les forme. Il y a vraiment toute une cohorte d'ingénieurs qui sortent de l'ESP et qui ne trouvent pas de boulot. 2, 3, 4 promotions. Et les gens sont obligés de s'inscrire pour faire des doctorats parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils font des stages, à n'en plus finir. Et au bout du compte, ils s'inscrivent pour faire des doctorats parce qu'il n'y a pas de travail à faire. Et donc là aussi, vraiment, ce serait bien qu'on essaie de voir comment juguler ces problèmes. OK. Merci. Merci beaucoup. Votre plaidoyer est entendu. Et oui, vous avez parfaitement raison. Le secteur privé, c'est la pierre angulaire. Même dans les changements climatiques, le secteur privé, c'est un peu la solution qui est donnée pour faire face tant aux problèmes d'atténuation qu'aux problèmes d'adaptation. Merci beaucoup en tout cas pour votre brillante intervention. Je vais donner la parole au docteur Ousmane Ndiaye et j'ai envie de lui poser la question sur le transfert et l'adaptation des technologies du Nord pour répondre à nos réalités. Constitue-t-il un frein pour le développement des énergies renouvelables? Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Et on s'excuse aussi de la répartition du temps. Je pense que la répartition était inégale, tout le monde l'a remarqué. Donc on s'excuse pour ça. Je pense qu'on avait laissé la Senelec faire une présentation peut-être en PowerPoint, mais il n'y a pas pris beaucoup de temps. Mais vous faites partie du panel, donc vous êtes invité officiellement et vous devez prendre le temps qu'il fallait. Chacun avait en principe moins de 15 minutes. Donc on s'excuse pour cela. Mais je pense que vous avez fait des points très intéressants, donc on va jeter dans le rapport de ce type. J'ai eu la malchance d'avoir une question, on ne me laisse pas dire ce que je pense, mais ce n'est pas grave, je vais faire une digression. C'est vrai que c'est important, vous l'avez touché, la formation nous semble importante, et c'était quelque chose que je voulais parler, ce qu'on appelle le transfert de technologie. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, pourquoi les Africains n'utilisent pas l'énergie renouvelable qui est disponible chez eux? Je pense que c'est la question que tout le monde pose. Vous avez beaucoup d'énergie solaire, vous avez beaucoup de vent, pourquoi les gens continuent à se battre dans d'autres énergies? Je pense que la Senelec a un peu parlé des problèmes d'intempéries extra liés au temps. Je pense qu'aujourd'hui, on a cette maîtrise-là. Je pense que le solaire, au niveau de la... moi, j'ai fait mon DA, je suis assez vieux, hein, en 98, je pense, à l'Insut, n'est-ce pas? Et en ce moment, on avait ce département-là, solaire déjà, et éolienne, et on développait cette technologie-là. Donc la technologie existe depuis longtemps. Il y a un centre qui s'appelle Onersol, je ne sais pas les gens qui ont fait le Niger, ça rappelle, c'est date vers les années 70 déjà. Donc la technologie existe déjà, il y a une bonne technologie en Afrique. Le problème qui se pose, ça n'a pas été promis pour des raisons pratiques, pour des raisons économiques. Des fois, les gens pensent que, enfin, la facilité, n'investissent pas en tout cas. Et aujourd'hui, on doit, dans le cadre de transfert de technologie, regarder comment
refaire la formation. Ce n'est pas que les gens ne sont pas formés, mais est-ce qu'il y a une adéquation entre la demande et la formation? C'est ça qu'il faudrait poser comme question. Et ensuite, la volonté politique aussi, il faut le dire. Est-ce qu'on a cette volonté-là de se dire qu'aujourd'hui, on a une vision d'aller vraiment dans l'énergie? Et je pense qu'aujourd'hui, hier, en tout cas, quand le président parlait, moi, il m'était clair que le mix énergétique, en tout cas, est quelque chose, un choix que les gens ont fait. Aujourd'hui, on sait qu'on est pratique, pragmatique, justice climatique. On pense qu'on a de l'énergie chez nous. Il faudrait qu'on l'exploite. On parle de cette énergie qu'on est à s'endetter, etc. Il faut qu'on l'exploite, mais pas dans la manière où les gens l'ont utilisé dans le passé. Et c'est là où vous devez positionner le privé. Dire que comment vous allez faire ça? Comment vous allez faire sans faire comme les autres? Pour cela, je pense que c'est là où le patronat, je pense, passe le secteur privé, et c'est là où le transfert de technologie est important et la formation adéquate. L'autre question que je voudrais dire, et je vais terminer par cela, c'est que je pense qu'on a ce potentiel-là. Aujourd'hui, on a un partenaire avec ANER, on est en train de faire l'Atlas climatique du Sénégal pour montrer quelle est la potentialité exacte, avec tout ce qu'on a comme observation. Et ce que le Sénégal a par rapport aux autres pays, nos observations datent depuis de 200 ans. On a été la capitale de l'AF, rappelez-vous. Donc les Français sont installés. Les premières mesures qu'on a faites en Afrique de l'Ouest sont installées ici, à Dakar, à Gorée, à Saint-Louis, etc., et à Rufisque. Donc on connaît comment varie cette énergie-là. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, ce qu'on veut faire, c'est montrer cette carte-là et regarder potentiellement où il faudrait installer cette centrale-là. Moi, je pense que c'est important, parce qu'il faut que ce qu'on propose soit attractif et soit scientifiquement prouvé. Qu'on va comprendre quel est le potentiel exact. Je pense que ça, c'est important. Et on va aller beaucoup plus loin que ça. Il en a parlé, les données satellites existent et couvrent partout, mais ces données satellites ont des biais. Nous, l'approche qu'on voudrait, c'est de corriger les données satellites. Les points où coïncide le satellite et la donnée, on va regarder quel est le biais systématique, essayer de l'enlever et avoir une distribution sur tout le Sénégal. On l'a fait déjà pour les précipitations dans le cadre des inondations, on a la technologie. Je pense qu'on va faire la même chose. Ce qui est important aussi, c'est les prévisions climatiques, que les gens n'intègrent pas. Ça veut dire, c'est vrai que les réseaux, des fois il y a des intempéries, etc., mais il faudrait anticiper. Aujourd'hui, on est capable de penser qu'une prévision de 2-3 jours, aujourd'hui, c'est quelque chose de routinière qu'on est en train de faire aujourd'hui dans la météo. Je pense que c'est important de savoir quels sont les jours potentiels qu'on va en. D'abord, la climatologie, regarder les moments potentiels, qu'il a montré un peu une carte beaucoup plus affinée que ça, et ensuite regarder les prévisions. Si on prévoit demain qu'il y a beaucoup de nuages, et les nuages seront là, même s'il n'y a pas de pluie, on sait que ce jour-là, il faudrait avoir un palliatif en matière d'énergie, et ça importe. Et nous, on voudrait, dans cette collaboration-là, avec la Sénélec, avec l'ANER, travailler sur une solution intelligente en utilisant l'information climatique. Planifier ça, et ça, c'est possible. Et je pense que dans nos side events, dans nos engagements, dans nos discussions, il faudrait qu'on montre cette facette-là, qu'on a des savoir-faire africains. Je ne parle pas de savoir-faire seulement endogène, mais de savoir-faire technologique. Aujourd'hui, on a des docteurs, on a des gens qui savent l'énergie. Donc il faudrait qu'on montre ça, que les gens sachent qu'on a ce potentiel-là à faire. Et si vous me permettez, dans ce panel-là, on avait prévu et le Tchad, et nos amis du Comore. Le Comore est là, donc il voulait intervenir. Mais malheureusement, comme les choses sont déroulées, comme je dis encore, je pense qu'on est couru par le temps, donc ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, on est content sur ça pour montrer qu'on a ce potentiel-là, on veut le faire. Et aussi, il faudrait prendre la réalité. Il faudrait des fois être réel. Comme il l'a dit, la Saint-Légan, on a découvert du gaz et du pétrole. On pense que c'est quelque chose, un levier qu'il faudrait utiliser. Mais comment l'utiliser, c'est là il faudrait important d'utiliser une technologie intelligente en utilisant tout ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce wrap-up, disons, et je crois qu'il faut féliciter les intervenants de la diversité, de la complémentarité dans toutes ces interventions. Je pense que même si le temps est le temps, nous pouvons peut-être prendre 1 à 2 ou 3 questions voilà. Avant de conclure. Les Comores? Oui? Les Comores? Je ne vois pas. Oui, allez-y, vous pouvez. Ok, salam alaikum. Je suis très honoré de vous rejoindre parmi vous dans cet event. Je suis point focal Comore IPCC et c'est ma deuxième famille, en fait, le Sénégal. Et je n'ai pas étudié au Sénégal, mais je connais beaucoup de collègues dans les réseaux, dans tout ce que nous faisons. Et par rapport à cela, l'expérience que je peux partager par rapport aux thématiques, au niveau ouest-africain, est-africain, le Sénégal, c'est un modèle
de développement et dans le secteur qui nous unit. Ce que je peux partager pour les 4 Comores, effectivement, on a mis en place, étant insulaire, qui en phase de développement, nous avons mis un programme dans le cadre Plan Comores émergent. Et on y pense vraiment mettre l'accent sur les énergies renouvelables et le mix énergétique. Mais par rapport à ce qui a été dit, aux exemples qui ont été partagés avec le collègue, vraiment, le mix énergétique du Sénégal, c'est un modèle que le pays africain, ouest-africain, est-africain peuvent s'inspirer pour justement répondre à l'action climatique et répondre également aux exigences nationaux, à la fois dans les CDN, à la fois dans nos plans d'adaptation. Et j'ai eu le plaisir aussi de visualiser de façon générale la contribution nationale déterminée soumise à la Convention cadre des Nations Unies par le Sénégal. Et vraiment, en matière de transition énergétique, c'est vraiment fabuleux et c'est une source d'inspiration. Et pour les 4 Comores, étant pays émergent et en phase de développement, effectivement, nous mettons en phase cette forme de mix énergétique, mais il reste encore fort à faire compte tenu de nos contextes insulaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très concis, précis. Oui, nous connaissons un peu les Comores aussi. Hein. C'est nous qui avons mis en place le projet évaluation des besoins en technologie. Nous avons aussi organisé des sessions de formation en énergie, en planification et disons, politique énergétique, tout ça aux Comores. Donc c'est un pays qui est très ouvert sur ce plan-là. Merci beaucoup. Je disais donc qu'on prendrait, oui... Je donne d'abord à Madame. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rapidement, moi, je voudrais réagir sur l'intérêt qu'il y a aujourd'hui sur ces questions-là, de prendre en considération, je dis bien en considération, les acteurs du secteur privé et de la société civile. Parce que ce sont eux les bénéficiaires, eux, ce sont les opérationnels qui vont... Parce que l'État met la table. C'est sûr, nous sommes là, on a tous été des fonctionnaires de l'État. On met la gestion institutionnelle, juridique, administrative, ok. Mais pour l'opérationnel, les 40% qu'on veut atteindre dans le cadre de ce JETP-là, il serait indispensable, indéniable, qu'on donne une place importante à nos acteurs privés locaux. Parce que ce sont des subventions, ce sont des crédits concessionnels. Certainement, la Sénélec a un projet concernant les énergies renouvelables, mais aujourd'hui, les acteurs des énergies renouvelables, c'est surtout les acteurs du secteur privé. Donc, il faudrait, moi, je pense qu'on leur donne vraiment, que ce soit l'ANER, l'ASER et tout ça, c'est des structures de l'État. Mais le secteur privé, ce sont les opérationnels. Il faut les encadrer, les former, les mettre dans les conditions, comme ça se fait dans les pays. On a le Maroc aujourd'hui qui fait la même chose. On a d'autres pays développés qui font la même chose. Le problème de la formation et des recherches, il faudrait aussi que le secteur privé soit associé à ces résultats-là. Sinon, ça dort dans les tiroirs, ou bien une fois que c'est publié par l'universitaire, c'est ça. Alors que nous en avons effectivement. Concernant les panneaux adaptés à nos conditions climatiques, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites par les SP. Voilà ce que je voulais dire. Donner vraiment un point. Un plaidoyer comme ça qui vient de l'ancienne directrice de l'environnement du Sénégal, ça passe, hein, parce que c'est parce que vous avez étudié les questions de l'intérieur que vous sortez ce plaidoyer. Donc, en tout cas, merci beaucoup. En attendant que le panel réagisse, je vous donne la parole. Oui, si j'ai juste une minute pour interpeller l'ANER, je ne reviens pas sur la présentation de la Sénélec, que je partage totalement. Moi, c'est Elhadji Ndiogou Diop, je suis le chef de département qualité, sécurité, environnement de Sénélec. Je voudrais juste interpeller l'ANER par rapport au programme d'électrification
d'éclairage public par le solaire que nous voyons, que nous constatons à travers le Sénégal, à travers nos quartiers. C'est quelque chose, en fait, c'est un fait que nous constatons à travers aussi les collectivités territoriales. On voit souvent l'éclairage public qui jaillit dans nos rues avec toutes les activités qui jaillissent la nuit. Il a parlé de 50 000 lampadaires solaires qui sont déjà installés. Il a aussi évoqué 100 000 lampadaires qui vont venir. La préoccupation que j'avais, je pense qu'ils l'ont déjà prévu, c'est surtout par rapport à la gestion des déchets d'abord, de ces lampadaires-là. Pour les panneaux, ça ne se pose pas parce que la durée de vie peut-être c'est vers 25 ans, mais pour les batteries qui ont une durée de vie entre 5 et 8 ans, j'imagine que vous avez prévu quelque chose par rapport à cela, mais surtout la grande préoccupation pour moi, c'est la maintenance. Vraiment l'entretien de ces lampadaires-là. On a vu à travers les expériences qui se sont succédées au Sénégal, à chaque fois qu'il y a un réseau de lampadaires, généralement on le rétrocède aux collectivités territoriales qui n'ont pas les moyens de prendre en charge le dépannage et l'entretien de ces réseaux-là. Qu'est-ce qui est prévu pour ces 100 000 lampadaires, ces 50 000? Et voilà, on est en environnement. Cela suppose aussi une création d'emplois quelque part, une activité qui pourra se faire avec un réseau d'entretien et de dépannage. C'est surtout ça que je voulais juste interpeller M. Ndiaye. Merci. Bien, merci beaucoup. En attendant, je vais donner la parole derrière. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je serai bref. Après avoir suivi les différentes interventions, j'ai juste peut-être 3 questions pour le premier orateur et justement peut-être pour le dernier orateur qui a parlé un peu de transfert technologique. Sur le transfert technologique, en fait, le problème qui se pose, c'est très compliqué. Les pays développés parfois sont très réticents de partager leur technologie. Alors, est-ce que faire toujours le plaidoyer pour le transfert technologique est une bonne option? Moi, je dirais peut-être non. Mieux vaut investir dans la recherche, la science, la technologie et l'innovation et pousser et appuyer les startups pour qu'ils puissent peut-être réfléchir et éclore un peu des solutions. Ça, c'est la première question. Et corrélativement à au premier orateur, il a fait un peu le panorama un peu des avancées qui ont été notées de la production à la consommation. Moi, il y a une question qui me taraude toujours l'esprit. C'est-à-dire, quand on parle de l'électricité, on réfléchit, la première réflexion qui nous vient, c'est la disponibilité, peut-être l'accessibilité et le coût abordable. Comment, aujourd'hui, vu la hausse de l'énergie, comment notre pays peut se positionner ou bien peut anticiper sur ces coûts-là? Par exemple, on a vu la consommation. Au Sénégal, les prises, c'est 220 volts. Dans les pays développés qui ont plus de capacité, c'est 110. Je prends l'exemple des États-Unis, c'est 110. Comment pouvons-nous faire pour changer cette donne? Avoir une consommation rationnelle pour pouvoir juste anticiper. Et la deuxième question que je voudrais vous poser, est-ce que l'énergie renouvelable, vous parlez peut-être de 40% d'ici 2030, est-ce que ça va induire un peu la hausse de l'énergie ou bien est-ce qu'il y aura de l'énergie renouvelable propre à faible coût? Ça aussi également, je pense, serait... Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre... Oui. En attendant de donner la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Sénélec et à l'ANACIM pour ce panel. Alors moi, j'ai une question, mais plutôt sous la forme d'une contribution. Donc je me présente Abdoulaye Seck du DJI. Je pense que M. Soumaré, les techniciens qui sont là, nous ont démontré qu'il était possible, en tout cas, on a foi que c'est possible d'atteindre les 40% d'énergie renouvelable dans le mix et que c'est raisonnable, c'est un objectif raisonnable avec des technologies adaptées, mais ces technologies coûtent cher. Le stockage coûte cher et quand on compare
le coût, en tout cas le coût moyen de production à long terme de cette énergie-là avec les aspects stockage et qu'on le compare au scénario gas to power, ce n'est pas si compétitif que cela. Et c'est là où le financement a toute son importance. Au-delà de crédits concessionnels et autres, il y a besoin d'un vrai boost financier. Et comment ce boost-là, est-ce qu'il y a déjà des réflexions sur comment on peut le compenser? Au-delà des 2,5 milliards d'euros, même si c'est des prêts, comment on fait pour être beaucoup plus compétitif, pour qu'on arrive à avoir des prix intéressants pour nos industriels et avoir une vraie transition énergétique comme on le veut. Le deuxième point que je voudrais aborder quand même, c'est contribuer sur les aspects socio-économiques. Dans le cadre d'une évaluation du développement des énergies renouvelables à accord de réseau, on s'est rendu compte que ce développement des énergies renouvelables est beaucoup plus intéressant que le gas to power en termes de création d'emplois, en termes d'amélioration de la santé, en termes d'amélioration du PIB, en termes de réduction de la dette. Donc dans le scénario de décision, c'est une bonne décision d'y aller, mais c'est important aussi qu'on puisse mettre des chiffres sur tous ces autres bénéfices socio-économiques. Ce n'est pas qu'un aspect, est-ce qu'on peut atteindre 40% ou pas, et voilà combien ça va coûter. Mais derrière, quel est l'impact sur l'éducation, sur la santé, sur la création d'emplois et sur les filières énergétiques, par exemple. Voilà, merci. Très bien perçu. Mais il y a une décision politique derrière le JETP, donc on ne revient pas en arrière. Bon, merci beaucoup pour... Oui? J'aime bien quand c'est le genre qui... Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Marie-Jeanne Diouf, donc je fais partie des Écolotrip et du Wall YMCA. Je vais parler au nom du jeune lambda, du jeune non scientifique qui est présent dans ces discussions. Donc moi, en fait, ma préoccupation, c'est que justement, on parle de transition énergétique. Est-ce que dans ces genres de discussions, on est obligé d'être scientifique ou bien professionnel de l'énergie pour pouvoir participer? La question, pourquoi je pose la question, c'est que justement, essayons quand même d'élargir les discussions, d'impliquer cette personne lambda qui actuellement est en train de subir justement ces, j'allais dire, les situations néfastes liées au changement climatique. C'est pourquoi on tend vers cette transition énergétique. On parlait tout à l'heure des lampadaires qui sont rétrocédés au niveau des mairies ou bien des communautés, des mairies et tout ça. Et si toutefois, eux, ils ne comprennent pas ce pourquoi on a fait cela. Donc, la gestion ou bien l'entretien risque d'être à la limite très biaisé. Donc, ce serait bien d'impliquer cette personne qui n'est pas scientifique, qui ne travaille pas dans ce secteur, c'est pourquoi on tend vers cette transition énergétique. Moi, je suis écolo-activiste. On a participé à plusieurs forums internationaux plutôt, où on parlait de justice vers transition énergétique et tout. Il y a beaucoup de personnes qui venaient partager avec nous, mais à la fin, nous, on ne comprend pas en fait quel est le rôle qu'on peut jouer en tant qu'écolo-activiste, tout en sachant qu'on a beaucoup de jeunes derrière nous et que nous sommes des porteurs de voix. Quel est notre rôle quel est le rôle qu'on peut jouer par rapport à cela et quel est l'apport qu'on peut apporter par rapport à justement cette transition? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Les scientifiques vont vous répondre. Il y a beaucoup de questions qui sont venues de la salle depuis l'implication du secteur privé, plaidoyer très fort, jusqu'au management des déchets, la maintenance, le transfert. Le fait de pourquoi privilégier le transfert de technologie et non pas appuyer les startups, c'était une question d'en bas. Le problème des coûts, accessibilité des coûts. Je suis un peu confus à qui je donnerai la parole en premier, mais j'ai envie de donner la parole au premier. Oui, en fait, pour le coût, ce qu'il faut savoir, en fait, la structure du coût du kilowattheure de Senelec, il est basé essentiellement à 110% sur le coût de production. Donc, le coût de production du kilowattheure de Senelec, encore une fois, est basé à 110% sur le coût de production. Et notre coût de production, malheureusement, est basé sur du fuel importé. Donc,
on dépend effectivement du prix du fuel qu'on ne produit pas, donc qui dépend du marché effectivement à l'international, mais ça dépend aussi de la parité du dollar par rapport aux US. Donc on a deux facteurs importants qui influent en fait sur le coût de production, non seulement le coût du fuel, mais aussi la parité du dollar, deux facteurs incontrôlables pour le Sénégal. Donc c'est pourquoi c'est hyper important effectivement qu'on exploite notre gaz domestique. Quand on va exploiter notre gaz, c'est nous-mêmes, en fait c'est l'État même, la CRSE, qui va fixer en fait le coût en fait de la molécule de gaz. Et ce prix-là, c'est sûr qu'effectivement, il va faire en sorte qu'on aura un coût de production abordable. Donc c'est pourquoi je vous disais c'est important de maintenir quand même la stratégie gas to power. Il a parlé justement, monsieur de CGI, il a parlé de l'impact du JETP. Comme je vous dis, le JETP, effectivement, c'est une contrainte. C'est une contrainte, en fait, pour le plan de production, parce que si on n'avait pas considéré le JETP, donc nous, notre Moulinex, notre logiciel, il va utiliser la technologie la plus optimale pour obtenir le coût de production le plus faible possible. Donc sans le JETP, donc notre parc de production, il va être basé à pratiquement 110% sur notre gaz domestique. Parce que c'est effectivement c'est la source d'énergie qui va nous donner le coût de production le plus faible. Maintenant, avec le JETP, avec cette contrainte de 40%, vous avez vu, je vous ai montré sur le dernier slide, les investissements supplémentaires qu'on va investir sur les centrales solaires et sur les batteries de stockage. Le batterie de stockage est hyper important. Okay? Sans les batteries de stockage, notre investissement en capacité dans les centrales classiques ne vont pas changer. En fait, on dimensionne un parc pour satisfaire la pointe. Et on sait que, effectivement, les centrales solaires ne produisent pas aux heures de pointe entre 19h et 23h. Donc, c'est pourquoi il est hyper important d'associer des batteries de stockage aux centrales solaires. Le rôle des batteries de stockage, il permet de déplacer la charge. C'est-à-dire que, effectivement, au lieu que l'ensemble centrale solaire, batterie de stockage, ne génère que la journée, c'est-à-dire entre 9h, 10h et 19h. Donc, ça va nous permettre effectivement de générer aussi l'énergie entre 19h et 23h à la pointe. Le productible de l'ensemble ne change pas, mais on déplace la charge. Les Anglais appellent ça load shifting, de telle sorte que les centrales solaires classiques, tout ce qu'on a signé, les 9 CAE qu'on a signés, tous ne sont pas munis de batteries de stockage. Ce qui veut dire à la tombée du soleil, il n'y a aucune centrale solaire effectivement qui génère. Mais avec les batteries de stockage, donc la centrale solaire, en priorité dès 9h, elle va charger la batterie de stockage, en général pour 4 heures. Et maintenant, après, le reste, il va injecter dans le réseau. Donc, le batterie de stockage nous permet en fait de déplacer la production de telle sorte à pouvoir satisfaire la pointe. Donc, c'est hyper important de tenir compte de ces investissements de batterie de stockage, effectivement, dans le cadre du JETP. Et comme le disait, effectivement, j'oublie votre nom, les CAPEX des batteries de stockage sont actuellement chers, ce qui fait qu'effectivement, ils ne sont pas compétitifs par rapport à notre gaz domestique. Et c'est pourquoi je vous disais qu'effectivement, le JETP va entraîner des surcoûts de production. Et je disais aussi qu'effectivement, pour le JETP, il faut qu'on insiste sur les financements concessionnaires ou bien les financements verts. Sinon, le JETP risque d'entraîner en fait une augmentation du coût du kilowattheure. C'est ça qu'on disait. Donc, vraiment, il faut profiter des financements verts pour pouvoir mettre en œuvre le JETP. Merci beaucoup pour ce focus sur ces questions. C'est très clair. Je pense que par rapport aux questions sur le management des déchets, autre là, c'est à M. Ndiaye que je vais donner la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci également à monsieur Ndiogou Diop qui a adressé cette pertinente question relative à la gestion des déchets, donc, notamment sur les lampadaires. Voilà, donc aussi vous avez soulevé une question relative à l'entretien et la maintenance de ces lampadaires après installation. Voilà, il faut comprendre qu'avant de faire la phase de mise à l'échelle, qui constitue la première phase d'installation des 50 000 lampadaires, nous avons d'abord eu un financement de l'UEMOA qui nous a permis de faire une phase pilote qui a porté sur 1835 lampadaires. Donc cette phase-là nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et les leçons tirées de cette phase ont permis même de préparer le cahier de charge de la phase de mise à l'échelle. Voilà. Aussi, dans les leçons apprises, donc, le problème de l'entretien et la maintenance faisait partie des problèmes cruciaux autant pour moi. Et du coup, le constat était que sur la phase pilote,
beaucoup de lampadaires étaient défaillants à cause de l'entretien et la maintenance qui n'étaient pas assurés. Donc, on pose les lampadaires, personne ne vient les entretenir. Donc, c'était vraiment un élément à intégrer dans la phase de mise à l'échelle. Et on l'a fait. Mais comment on l'a fait? On a systématiquement intégré une phase d'entretien et de maintenance d'au moins 6 ans dans tous les contrats que nous signons avec les entreprises titulaires des marchés. Et maintenant, vous allez me dire, au-delà des 6 ans-là, comment on va faire. Donc là aussi, on y travaille. On fait un plaidoyer, on a fait un plaidoyer qu'on a soumis au ministère de tutelle pour la création d'un fonds d'entretien et d'amortissement de toutes nos installations. Donc on ne parle pas ici seulement des lampadaires, parce qu'au-delà des lampadaires, nous faisons d'autres installations. Mais l'idée, c'est d'avoir un fonds qui va permettre non seulement d'entretenir les lampadaires, mais d'étendre le parc de lampadaires dont nous disposons. Voilà, maintenant pour revenir un peu sur la question des déchets, donc pour votre information pour l'année 2024, on a inscrit dans notre plan de passation des marchés une étude qu'on va réaliser pour caractériser les déchets et les quantifier. Donc l'objectif, c'est d'attirer le maximum d'investisseurs pour qu'on puisse travailler ensemble pour l'implantation d'unités industrielles capables de faire le recyclage de toutes ces installations qui sont en train d'être réalisées, notamment par l'ANER et d'autres structures. Ne serait-ce que pour l'ANER, on parle de 50 mégas qui sont réalisés à ce jour, compte tenu de nos projets qui sont en perspective. Donc il y a Laser, il y a d'autres structures de l'État comme PUMA, PUDC, qui en ont fait la même chose. Peut-être l'enquête nationale qu'on va faire va ressortir tous ces éléments-là. Voilà. Aussi, il y a quelqu'un qui a c'est une contribution qui a parlé de la transition énergétique, qu'il fallait vraiment avoir un discours qui est accessible à toutes les populations. Ça, je suis totalement en phase avec vous. Vous avez également évoqué la même chose pour nos lampadaires. Comment faire pour que demain, si on rétrocède ces lampadaires-là, qu'il y ait une appropriation des maires? Bon, sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire parce qu'aujourd'hui, on a une convention, on a signé une convention avec l'Association des maires du Sénégal. Tous les maires sont informés des conditions d'exécution du projet. Au-delà de cela, on a fait des CRD dans les différentes régions du Sénégal où on invite l'administration territoriale. Tous les maires sont invités et on a présenté de manière plus détaillée le projet de lampadaire. Parce que pour les CRD, c'était spécifiquement pour les projets, pour les lampadaires. On leur a expliqué un peu comment ça se passe depuis la pose du lampadaire et pour la période d'entretien et de maintenance. Qu'est-ce qu'on attend de ces maires-là, qui nous ont même accompagnés en mettant à disposition à chaque fois que de besoin un point focal avec qui on coordonne pour les remontées d'informations, pour rapidement intervenir s'il y a des lampadaires qui sont défaillants. Merci. Merci beaucoup pour les réponses pour ces questions. Il y avait aussi une question sur les plateformes. La question, c'est aujourd'hui, nous avons le gaz, mais est-ce que la Sénélec tient compte des standards, standard assets ou actifs d'évaluer dans les années à venir? Standing assets. Stranded assets. Non, ou actifs. Actifs d'évaluer. Nous avons du gaz. Mais est-ce que Sénélec tient compte des standard assets ou actifs évalués dans les années à venir? Entendant, il y avait une question. Je voudrais bien répondre. Entendant. Merci beaucoup. Donc, si vous le permettez, oui. Il y avait une question qu'elle avait posée qui me... Je voulais vous interpeller sur les aspects sociaux, mais également sur la question, oui, tout à fait, oui. J'ai beaucoup aimé la question, et puis bon, il faudrait que vraiment les populations à la base puissent comprendre, parce que nous tous, nous disons travailler pour eux ou les représenter d'une manière ou d'une autre, mais je pense qu'il faut comprendre les enjeux. Pour être, comme on dit, personne lambda, être très simple, je pense que les enjeux du changement climatique aujourd'hui sont de deux. On peut les remonter à deux, et depuis longtemps, c'est la compréhension qu'on a. C'est comment faire pour vivre avec le changement climatique, qu'on appelle l'adaptation. Et l'autre chose, c'est pour comment faire pour réduire les causes du changement climatique, les sources. Et ça, on les connaît, c'est les gaz, dû à l'effet de serre lié à l'homme.
La nature, il y avait toujours effet de serre, hein, ça a toujours existé, et sans effet de serre, il n'y a pas de vie sur Terre. C'est que les gens ne comprennent pas. Effet de serre est nécessaire. Mais la quantité que les hommes ont ajoutée, depuis la révolution industrielle, on a créé la machine, a commencé à rejeter des gaz. Imagine-toi, la machine a été créée vers les années 1800 jusqu'à présent. Imagine toutes les voitures qui existent, tous les avions, les trains, les anciens trains, etc. Tous ont ajouté une quantité importante de gaz dans l'atmosphère. Et malheureusement, l'atmosphère joue un rôle, n'est-ce pas, thermique, n'est-ce pas, qui protège notre environnement. Parce que ce n'est pas le soleil, en fait, qui chauffe l'atmosphère. Ce n'est pas le soleil qui nous donne ce qu'on a, en général. C'est en fait la Terre qui envoie cette chaleur-là au niveau de l'atmosphère. L'atmosphère capte cette chaleur, ce qu'on appelle infrarouge. Donc, pour parler simple, comme vous l'aimez dire, l'atmosphère joue un rôle important à capter la chaleur, n'est-ce pas, sur Terre. Malheureusement, quand on parle de l'atmosphère, on parle des gaz de l'atmosphère, n'est-ce pas? C'est pour cela que ça crée ce qu'on appelle effet de serre. C'est pour ça qu'on les appelle des gaz à effet de serre, parce que ça crée l'effet de serre. Maintenant, quand on augmente les gaz, on augmente l'effet de serre. Aussi simple que ça. Donc, on augmente la chaleur. C'est pour cela autant on l'appelle réchauffement climatique. Maintenant, le problème qui se pose, comment faire pour diminuer les gaz, c'est toute la question. Et toute cette panoplie-là, on appelle atténuation dans notre jargon. Comment faire? Et maintenant, c'est là où on vous demande, vous, de nous aider à diminuer les gaz, conscientiser les populations, voir les sources, etc. Comment diminuer les gaz? Première chose, énergie. C'est l'énergie. Quand on regarde la production, il n'y a pas à faire. Le premier producteur de gaz, Chine maintenant, 2 États-Unis, 3, etc. Donc c'est les pays développés. C'est de l'énergie, n'est-ce pas? Les pays les plus développés, ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h, regarde leur production de gaz. Et tu les verras là-bas. Donc aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est que la production de gaz, comment diminuer ça? Et la meilleure alternative, oublions les transferts technologiques, la meilleure alternative, c'est produire de l'énergie sans dégager des gaz. On les appelle énergie durable, énergie verte, énergie renouvelable, tout ce que vous voulez. Sources d'énergie qui ne produisent pas de gaz. Panneaux solaires, il n'y a pas de gaz. Des éoliennes qui circulent comme des ventilos, il n'y a pas de gaz, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est là où rentrent les panneaux solaires. Les panneaux solaires qu'on met dans les rues, c'est pas ces panneaux-là, ils ne sont pas alimentés directement par le grid, comme on dit, par la Sénélec, etc. C'est parce qu'il y a une source qui est là. Donc, ce qu'on aimerait conscientiser aux populations, c'est de dire ce qu'on voudrait pour conserver notre nature et de rendre ça à une génération qui va venir dans le même standing ou meilleur, c'est de faire le tout pour diminuer les gaz. Et il y a deux choses. Il y a des choses qui attirent les gaz, tout ce qui est reboisement, les plantes, mangroves, tout ça. C'est pour cela qu'ils doivent protéger cela. Parce que dans le processus de la photosynthèse, que les gens comprennent, on est en train de capter des gaz, donc de réduire ce problème-là. Mais en même temps, il ne faut pas en produire. C'est pour cela maintenant on parle de ce mix énergétique, etc. C'est important. C'est pour cela qu'on aimerait vous que ce que je suis en train de dire, de manière un peu ramassée, que les gens l'entendent, que ça, ils ont un rôle à agir pour cela. Et chacun a un engagement. Et comment on mesure l'engagement? On mesure ce qu'on appelle une empreinte carbone. Chacun d'entre nous produit des carbones. Le téléphone que je suis en train d'utiliser, ça se décharge. Mais comment ça a été construit? L'industrie qui l'a construit derrière, etc. Ce téléphone-là a été transporté certainement de la Chine par avion amené. Donc, quand j'achète un téléphone, automatiquement, il y a une empreinte carbone, n'est-ce pas? Quand j'achète un nouveau habit, la même chose, etc. Donc, comment faire? Il faut conscientiser les gens là, que nous tous nous y participons. Une fois, j'avais un professeur américain, un grand professeur, je l'ai invité à un séminaire, il me dit non, j'ai déjà atteint mon truc carbone. Regardez ce niveau d'éducation. Non, je dis, quand il voyage, il regarde son billet d'avion, il regarde combien de carbone il a produit. Quand il atteint 1000, il dit ça y est, je ne voyage plus. C'est mon engagement. Non, je l'assure. Hein? Exactement, tout ça. Exactement, tout ça. Chacun veut avoir une voiture, etc. Mais ce qu'on a fait, le transport, le BRT, etc., c'est ça l'idée. Il faudrait que les populations comprennent pourquoi ils ne doivent pas casser le BRT, etc. Ils doivent comprendre ça, c'est vrai. Toutes voitures produisent des gaz. Les voitures produisent des gaz. Si moi j'ai ma voiture, l'autre a sa voiture. Et si on fait covoiturage, une seule voiture part, c'est mieux. Imagine-toi maintenant que tout parcelle au Keur Massar se déplace sur le BRT. On gagne encore plus, etc. Donc c'est cette conscientisation qu'on veut, et c'est important. Je m'excuse, hein, mais c'est que ça me tient à cœur. C'est important. La deuxième chose que je veux dire, sur la société économique, ça m'a été choqué une fois. Moi, j'ai fait mon doctorat aux États-Unis. Je connais la technologie Columbia University, etc. Mais j'ai été choqué technologiquement quand j'étais en Corée du Sud. J'étais choqué. Je n'ai jamais vu un développement aussi grand, aussi avancé dans le monde qu'en Corée du Sud. Le gars, une fois, on dînait. Il me disait, tu es où? Je dis du Sénégal. Mais ah bon, du Sénégal? Il me dit, en 1960, dans le cadre de socialisme, je ne sais pas, on avait demandé de l'aide au Sénégal, la Corée. Imagine où est la Corée maintenant. Tous les Mitsubishi que tu vois, tous les Kia, tous les Hyundai, c'est fait par un petit pays. Non, je veux dire, la volonté.
Le problème qui se pose, est-ce que notre éducation, est-ce qu'on investit dans notre éducation? Parce que quelqu'un a parlé, ce transfert, les gens ne vont le faire. Non, ils ne vont pas le faire. Mais est-ce que nous, on a cette volonté-là, comme la Corée, de pouvoir l'apprendre chez nous et continuer à le faire? On n'a pas ça. C'est ça qu'il faut. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on repense notre modèle de développement. Moi, j'ai été choqué par la Corée, comment ils sont développés. Et tu vois là-bas, tu es étonné, ce niveau de développement vraiment poussé. Et un pays qui était sous-développé comme nous, n'est-ce pas? Comment ils ont fait? Ils ont été aidés comme nous en certains moments par les Américains, c'est vrai. Mais après, ils ont développé leurs propres moyens. Donc, ce n'est pas une raison pour moi de dire que les gens ne vont pas donner la technologie. Aujourd'hui, on a assez de docteurs, on a assez de... Qu'est-ce qu'ils font, etc. Est-ce qu'on pense maintenant à notre problème système de développement? Et je pense que c'est une question importante à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour un nouveau plaidoyer. Hein. Non, donc, pour revenir à la réponse à cette préoccupation, c'est conscientiser, conscientiser, conscientiser. Essayez de comprendre le langage qui est parlé par les scientifiques, traduisez-le dans des spots, dans des affiches, dans des... tous les supports que vous avez, utilisez-les, conscientisez les populations afin qu'ils contribuent à réduire leur empreinte écologique. Voilà, c'est ça la finalité. Je ne vais pas terminer sans donner la parole au privé. Non pas pour poser des plaidoyers, mais pour apporter des réponses à un certain nombre de questionnements qui ont été soulevés dans la salle. Doucement, Président. Bon, il faut quand même que le plaidoyer puisse être fait, parce que le secteur privé ne peut pas s'exprimer sans quand même émettre un plaidoyer. Ça, je suis désolé. Bon, maintenant, non, c'est-à-dire, je dirais par contre, concernant les réponses qui ont été, enfin, les questions posées par une dame, enfin, un monsieur, sur la technologie. C'est vrai que quand on regarde, moi, mon rôle en tant que point focal, ce n'est pas seulement pour transfert, mais c'est pour développement et transfert de technologie. Ça, c'est très important. C'est développement et transfert de technologie. C'est-à-dire que donc, toutes les structures au Sénégal peuvent émettre des requêtes pour pouvoir développer et transférer des technologies. Toutes les structures. Que ça soit privé, privé, public, même que ça soit l'État, société civile, tout le monde. Individu. C'est dire... Non, bon, je mets là peut-être devant tout le monde pour que vous puissiez voir. C'est-à-dire, en fait, ce dont il s'agit, c'est la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique qui a un mécanisme qu'on appelle le mécanisme technologique. C'est vrai que chez nous, nous nous focalisons tous, moi c'est toujours ce que je dis, nous nous focalisons trop sur les financements. Finance, 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 finance. Et ce sont les Européens, eux, qui se focalisent sur la technologie. Et quand nous mettons en place des projets comme par exemple ce JETP, eux, ils viennent, eux, ils ont leur équipe. Ils réfléchissent sur la technologie à apporter chez nous. Alors que chez nous, les équipes qui vont négocier, il n'y a personne de la technologie. Je suis désolé de le dire, malheureusement c'est le cas. Et là, quand même, on peut dire on est en mesure d'appuyer ceux qui veulent développer chez nous et ceux qui veulent aussi transférer. Et ce que vous dites, ce que le monsieur a dit tout à l'heure, monsieur Ndiaye, Ousmane, concernant les technologies, moi je dis, je peux vraiment dire que c'est une réalité. J'étais élève au lycée Vanvo en 1978. Un monsieur de l'UIT a développé 3 frigos solaires au Sénégal. Ce n'est pas du papier. Il a fabriqué les équipements et ce sont des frigos qui fonctionnaient. Un de ces frigos a été offert à Abdou Diouf qui était Premier ministre en son temps. Et pendant la pause, moi je suis parti avec son fils qui était avec moi dans la même classe au lycée Vanvo, chez eux au Petit Palais, pour regarder cet appareil-là. Malheureusement, c'est ça qui fait défaut chez nous. Il n'y a pas cette volonté politique pour appuyer, pour pousser, pour que ces technologies, qui sont déjà là existantes. Et là, je vais revenir à ce que M. Soumaré a dit tout à l'heure, concernant le stockage. Vous savez, c'est vrai qu'on peut faire du stockage à travers des batteries, mais il y a différentes sortes de stockage qu'on peut faire. Il y a des steps qu'on peut faire. Chez nous, dans la zone de Kédougou, mais on a des variations de niveau. Donc, on peut faire aussi des steps. Moi qui vous parle, j'avais proposé une centrale solaire avec stockage. Le prix de vente que j'avais déterminé, j'ai les documents, c'était 85 francs le kilowattheure. Seulement, la Sénélec avait dit non, on ne peut pas dépasser 65 francs. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle on n'a eu que des centrales sans stockage. Mais moi, j'ai les documents, c'était avec stockage pour pallier à ces effets d'intermittence qu'on a et dire, écoutez, c'est possible de le faire. Non, nous les maîtrisons. Aujourd'hui, vraiment, nous n'avons pas besoin, à travers le JETP, de faire venir des gens qui nous montrent comment est-ce que ça se fait. Nous le faisons.
Et d'autre part aussi, je me dis, quand on regarde, même concernant les surcoûts dont on parle, parce qu'à travers le stockage, qui permet donc vraiment de réguler, enfin de pallier ces histoires d'intermittence, d'autre part aussi, ça nous permet aussi de décréter. Ouais, bon, je suis désolé, bon, mais... Non, je suis désolé, mais ça dit que vous savez, le problème qui se pose... Oui. Non, mais malgré tout, non, même le financement, non, même si ça date de 40 ans, mais c'est bien de le rappeler. Oui, parce que nous sommes là pour ça, et très souvent les gens ne le savent pas. Oui. Non, c'est-à-dire qu'en fait, même pour le... Là, je perds même le fil, mais bon, je me dis, disons que... Oui, du stockage. C'est-à-dire que vraiment, nous avons aujourd'hui des possibilités. Vous savez, quand je regarde les bassins de rétention que nous avons chez nous, on en a beaucoup. Mais pourquoi ne pas les utiliser, par exemple, pour faire du stockage, des steppes? Ça, c'est possible. Même si ce sont des steppes de 10 kilos, 5 kilos, c'est quelque chose. Moi, je me dis qu'à travers ces trucs-là, on peut faire du stockage d'énergie. Et ça permettrait même, à côté du fait de stocker de l'énergie, de diminuer les problèmes même de moustiques qu'on a. Parce que les bassins seraient donc en permanence oxygénés et ça réduirait ces problèmes d'oxygène et ces problèmes de santé publique que nous avons. Pour vous dire que donc vraiment, la technologie est là, à nous de les utiliser. Je reprends mon micro. Merci Elhadj, merci. C'est un débat qui date de plus de 40 ans. Hein. Nous, on en a... Exact. Je suis parfaitement... Je sais parfaitement parce que nous avons tous été au cœur. Et... Oui, exactement. Donc, en tout cas, vous... C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps encore pour que vous puissiez nous parler des technologies endogènes parce que je sais que vous en avez plein le ventre. Mais en tout cas, le panel était très riche et les discussions étaient très, disons, très animées. Voilà. Hein, et on en redemande encore. Je crois que nous arrivons à la fin de notre événement et je vais remercier tout le monde. D'accord. Voilà, donc c'est entendu. Voilà. On va remercier nos panélistes, vraiment standing ovation pour nos panélistes parce que... Et à la prochaine fois. Merci à tous, merci à vous.